On boucle la boucle d'une rentrée sous le signe de Pierre Bourdieu et de Michel Foucault. Après avoir reçu Marc Joly, auteur d'un Pierre Bourdieu et Frédéric Gros, qui a établi l'édition du 4e volume de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, la Grande Table reçoit Christian Laval qui propose une relecture de ce que le philosophe et le sociologue ont pu dire du néolibéralisme. Foucault, Bourdieu et la question néolibérale vient de sortir aux éditions de la Découverte. Bonjour Christian Laval. Bonjour. Ou rebonjour, puisque vous avez entendu dans le journal d'Antoine Mercier. Vous êtes donc sociologue, professeur à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Vos travaux vous portez presque naturellement vers ces deux penseurs. Michel Foucault, comme lui, vous êtes intéressé au philosophe britannique Jeremy Bentham et donc à son utilitarisme. Comme Bourdieu, vous cherchez par un travail sociologique à révéler les conservatismes, les permanences d'une société qui aime pourtant à se penser en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. Alors vos deux derniers ouvrages co-signés avec le philosophe Pierre Dardot venaient couronner cette réflexion et mettre des propositions sur ce que pourrait être une alternative. C'était Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle, sorti en 2014, et Ce cauchemar qui n'en finit pas, comment le néolibéralisme défait la démocratie. Les deux ont été publiés à la Découverte, et ce dernier que je viens de citer, c'était en 2016. Alors, avant de se pencher sur ce que Michel Foucault et Pierre Bourdieu disent du néolibéralisme, quel regard vous portez sur cette convergence éditoriale ? Qu'est-ce que ça dit de l'actualité de ces deux intellectuels, de leur omniprésence presque dans la pensée française aujourd'hui ? Oui, pas seulement d'ailleurs en France, mais dans le monde entier. Ce sont deux intellectuels les plus lus, les mieux connus au fond. Et je crois que ce qui est intéressant dans l'actualité éditoriale, comme vous dites, c'est que on ne les a pas complètement oubliés. Ils n'ont pas complètement été enterrés. Alors pour des raisons tout à fait différentes. Et je crois que aujourd'hui, peut-être plus que encore que ces dernières années, on sent à quel point leurs analyses, qui datent pour l'un de plus de 40 ans et l'autre de plus de 20 ans, nous parlent, nous disent encore quelque chose, peuvent nous servir aujourd'hui. Il y a aussi une dimension de relecture, Christian Laval. C'est-à-dire qu'il y a aussi une relecture à l'aune de l'époque qui est la nôtre aujourd'hui, avec ce sentiment, alors peut-être un peu, faut s'en méfier. Alors ils sont ni l'un ni l'autre n'est historien, mais on peut parler téléologie, c'est-à-dire de sentiments qu'ils avaient prévu ce qu'on vit aujourd'hui. Peut-être c'est un écueil auquel il faut échapper. Alors il faut échapper tout à fait à cet écueil que j'appelle l'écueil de la fétichisation des grands auteurs. On a envie de mettre un H à hauteur, si je puis dire, et de fait ils ont été accaparés, si je puis dire, happés par le jeu intellectuel, par une certaine tradition française qui veut que nous ayons des grands intellectuels qui auraient tout dit. Or, dans ce livre, j'essaie de montrer justement que ce qui est intéressant, c'est que ils ont parlé de leur époque à partir de leur propre logique de recherche, mais ils n'ont certainement pas tout dit. Et que on ne doit pas se poser en disciples, je crois que ça serait une très grande erreur. On doit plutôt les interroger, tout en leur rendant justice, c'est-à-dire finalement en essayant de rendre compte d'une rationalité qui leur est propre, une rationalité de leur recherche. C'est-à-dire qu'ils ont leurs raisons, leurs concepts, leurs postulats, etc. Alors on va illustrer ce que vous venez de dire, Christian Laval, en parlant justement de cette question du néolibéralisme, la question néolibérale, comme vous avez titré cet ouvrage paru aux éditions de la Découverte. Mais avant de se pencher sur la façon dont Foucault puis Bourdieu ont interrogé cette notion, un petit travail de définition peut-être puisque vous êtes vous-même penché sur la question, je le disais, avec le philosophe Pierre Dardot, lors de différents ouvrages, dont le dernier, Comment le néolibéralisme défait la démocratie, une définition du néolibéralisme qui est un terme qui est pareil, vous parliez de fétichisation, voilà, qui est un terme qui revient dans le débat public sans qu'on sache forcément exactement à quoi il fait référence. Oui, c'est un gros problème d'ailleurs. Le fait que ce concept, qui est un concept de philosophie politique, c'est un concept aussi de sociologie politique, est un usage finalement assez dilué, où on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, et finalement on a l'impression qu'il s'agit d'un slogan qui ne veut pas dire grand-chose. Or, ce que nous avons essayé de faire dans La Nouvelle Raison du Monde, c'est un livre qui date déjà de 2009, c'est d'essayer de montrer qu'il s'agit d'une rationalité, d'une logique normative, si vous voulez, qui a deux grands axes, qui consistent pour transformer la société, pour transformer les relations entre les individus, pour modifier les institutions, de s'appuyer sur, d'un côté, le modèle de l'entreprise, qui serait universalisable, qui serait généralisable, et d'autre part, la norme du marché.
C'est-à-dire qu'au fond, toutes les relations humaines et toutes les institutions devraient être gouvernées par un principe de concurrence. C'est ce qu'on voit, on parlait tout à l'heure de la SNCF, c'est très exactement la mise en œuvre de cette logique normative qui transforme tous les services publics. On pourrait parler aussi de l'université aujourd'hui. On peut parler de beaucoup d'autres sujets. C'est un des sujets que vous avez beaucoup étudié, absolument, l'université, oui, mon l'éducation, c'est un mon domaine de travail professionnel, si je puis dire, c'est plutôt l'éducation et l'université. Donc on voit à l'œuvre cette logique normative qui se met en place à partir des années 70 en se référant évidemment à toute une série de travaux, de lignes, etc. Mais ce que nous avons essayé de faire dans le deuxième livre que vous avez cité, ce cauchemar qui n'en finit pas, qui vient donc 7 ans après le premier, c'est d'essayer de montrer que non seulement la crise de 2008 n'a pas enrayé cette logique normative, elle l'a plutôt accélérée. Il y a un phénomène d'auto-renforcement qui est assez important à analyser. C'est-à-dire qu'au fond, cette politique s'est cristallisée dans des institutions, des règles, des traités, etc., qui fonctionnent un petit peu comme la réalité. Et qui s'applique aux gouvernants. Et cette question de la logique normative, on va voir ce qu'elle emprunte à Michel Foucault, justement. Mais Antoine Mercier voulait vous poser une question, Christian Laval. Oui, justement, moi, c'était la question qui venait tout de suite après par rapport à votre livre. C'est-à-dire que la question néolibérale que vous venez de redéfinir, clairement, aujourd'hui, on voit bien comment elle était en germe déjà à la fin du XXe siècle. Bourdieu, on comprend bien la manière dont il a pu s'en emparer. Foucault, c'est un peu moins évident. C'est ce que vous montrez aussi dans votre livre. Peut-être qu'on pourrait, pour commencer, vous nous disiez comment les deux auteurs dont vous vous occupez dans ce livre approchent cette question néolibérale et selon quel mode de différenciation. Christian Laval. Alors voilà, justement, j'ai voulu montrer que on pouvait l'aborder sous 2 angles différents. On pouvait adopter la méthode ou la démarche foucaldienne et la méthode bourdieusienne. Il ne s'agit pas de les opposer, de dire que l'un a raison et l'autre tort. Ce n'est pas du tout ça. C'est de montrer qu'il y a même de dire qu'ils disent la même chose. Voilà. Alors, ils ne disent pas la même chose, justement, même s'il y a des points d'intersection. J'ai voulu essayer de montrer que, d'abord, à une époque qui est celle de la naissance, si je puis dire, du néolibéralisme version française, en tout cas, le moment où le néolibéralisme comme mode de gouvernement se met en place, c'est les années 70. Et Foucault a un art absolument remarquable, un flair, pourrait-on dire, de repérer des signaux faibles. C'est-à-dire, finalement, une transformation du mode de gouvernement à partir, justement, d'une logique d'intérêt et de mise en œuvre d'une concurrence intériorisée, et il reprend un certain nombre d'expressions de Raymond Barre, intégrer dans la politique française des dimensions mondiales, européennes, et en particulier la logique de la concurrence générale. Ce qu'il repère, c'est qu'au fond, les grands principes et les grands objectifs des politiques d'après-guerre, le plein emploi, la solidarité, la protection sociale, sont progressivement abandonnés par les gouvernements de l'époque. On est à la période giscardienne, Raymond Barre arrive à Matignon en 1976. Ces gens-là, ces gouvernants-là, abandonnent finalement ces objectifs keynésiens, disons pour aller vite, pour adopter une toute autre politique, qui est une politique à la fois monétariste, mais surtout qui confie au marché le soin de réguler la société. Au fond, seul le marché a comme portée, efficacité, la gestion des relations entre les individus, et pas seulement dans l'économie, mais le marché a une portée générale, si je puis dire, a la capacité, finalement, de prendre en charge l'ensemble des relations sociales. Peut-être pour commencer, que vous nous précisiez justement la différence de regard sur ce phénomène entre les deux auteurs, rapidement, pour qu'on ait le décor planté, si je puis dire, de ces deux sensibilités. Alors, oui, Bourdieu est sociologue. Donc, ce qui va beaucoup plus l'intéresser, c'est les modes de domination. C'est qui, au fond, aujourd'hui, enfin à l'époque, c'est-à-dire dans les années 80, qui met en œuvre une politique de type néolibéral qu'il voit, lui, comme l'application d'une utopie qui serait contenue dans la science économique mainstream, dominante à l'époque. En gros, le corpus qu'il étudie n'est pas celui de Foucault. Foucault s'intéresse à l'ordolibéralisme allemand, au néolibéralisme américain. Bourdieu, lui, s'intéresse finalement à la science économique mathématisée, formalisée, et il comprend le néolibéralisme comme la mise en œuvre de cette supposée science économique, science qui a en quelque sorte
par son autorité scientifique, pénétrer les institutions de formation, les systèmes de formation des élites. Et ce qui l'intéresse beaucoup dans sa sociologie, puisqu'on sait qu'il s'est beaucoup intéressé au système d'enseignement, c'est la place finalement de cette science économique et de ses applications dans la formation des élites étatiques. Et le point de convergence entre les deux, il me semble très important, c'est qu'il ne s'agit pas avec le néolibéralisme d'une invasion du capitalisme, si je puis dire, de l'extérieur, qui grignoterait l'espace public, les institutions publiques et l'État. Non, il s'agit d'une transformation interne du gouvernement et de l'État. En gros, Bourdieu le dit très clairement, le néolibéralisme, ce n'est pas du tout le libéralisme à la Adam Smith, c'est un nouvel étatisme, une nouvelle forme d'intervention de l'État. Et là, je crois qu'ils se rejoignent. Une transformation interne aux États, une transformation aussi interne aux individus, puisque vous prenez bien la peine, Christian Laval, de séparer Michel Foucault de Pierre Bourdieu dans votre ouvrage. On va en faire de même. Et donc, la première partie du livre s'intéresse donc à Foucault, comment le néolibéralisme nous gouverne-t-il? Et c'est une partie qui part de la lecture de Naissance de la biopolitique, qui est l'un des cours de Michel Foucault. C'est certain que cette gouvernementalité n'a pas cessé, d'un certain point de vue, de devenir plus stricte au cours des âges. Le pouvoir dans un système politique comme ceux qu'on a connus au Moyen-Âge, ces pouvoirs, entendus au sens donc le gouvernement des uns par les autres, étaient finalement assez lâches. Le problème, c'était de faire le prélèvement fiscal qui était nécessaire, qui était utile ou qu'on voulait. Bon, ce que les gens faisaient dans leur conduite quotidienne n'était pas très important pour l'exercice du pouvoir politique. Il était important sans doute dans le pastorat ecclésiastique. Pour le pouvoir ecclésiastique, pour le pouvoir politique, il est venu un moment où ça a été très important. Et où par exemple maintenant, pour prendre une chose, un exemple très simple, le type de consommation des gens devient quelque chose qui est important économiquement, qui est important aussi politiquement. Et c'est vrai que le nombre d'objets qui deviennent objets d'une gouvernementalité réfléchie à l'intérieur de cadres politiques, même libéraux, ce nombre d'objets a considérablement augmenté. Mais je ne pense pas non plus qu'il faille considérer que cette gouvernementalité prenne forcément la forme de l'enfermement, de la surveillance et du contrôle. Voilà une archive de Michel Foucault de 1980 qu'on peut trouver sur le site de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France, Christian Laval. Une archive dans laquelle Michel Foucault développe ce thème de la gouvernementalité qui est central évidemment dans son approche du pouvoir qui s'exerce sur les individus. Voilà. C'est peut-être aussi la différence avec Bourdieu, d'une certaine façon, qui s'intéresse plus aux grandes structures de domination, même s'il approche aussi la question de la façon dont les individus sont transformés. Mais pour Foucault, effectivement, l'essentiel est là. Il avait dit, d'ailleurs, et il le cite dans l'extrait que vous avez reproduit, que vous avez diffusé, il s'agit, dès le pastorat, finalement, de gouverner des totalités, des populations et des individus, singulièrement. Omnes et singulatim. Il s'agit donc avec la gouvernementalité néolibérale, libérale et néolibérale, pourrait-on dire, de s'intéresser à la façon dont les individus se comportent. C'est-à-dire de s'appuyer sur une certaine rationalité d'individu pour le mener là où on désire qu'il aille. Le gouvernement libéral, au fond, et là il est très 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 fin, le gouvernement libéral qui se met en place au XVIIIe siècle, ce n'est pas, comme on le croit, simplement un gouvernement à partir des droits humains fondamentaux, innés, etc. Bon, il donne toute son importance à l'utilitarisme. Et c'est aussi pour ça que, évidemment, vous voyez bien que je me suis beaucoup intéressé à Foucault. Il s'intéresse à l'utilitarisme, c'est-à-dire qu'il voit bien qu'à un certain moment, on gouverne les individus, des individus, par leurs intérêts propres. Au fond, tout se passe comme si à un moment donné, le gouvernement allait s'infiltrer en quelque sorte dans la vie des gens, dans leur vie privée, dans leurs motivations, dans leurs inclinaisons, pour les diriger. On utilise la liberté comme un moyen de gouvernement. Donc vous voyez qu'il y a un paradoxe.
Peut-être expliquer, illustrer cette façon de faire, parce qu'on a parfois du mal à savoir pourquoi un individu libre serait-il tout de suite repéré comme étant en fait manipulé dans cette liberté même. Et ce n'est pas qu'il soit manipulé, bien que Foucault utilise à plusieurs reprises cette image ou cette formule de manipulation des intérêts. En réalité, il s'agit pour Foucault d'un gouvernement des individus par la situation dans laquelle ils se trouvent. Les individus, lorsqu'ils se trouvent dans une situation de concurrence, de rivalité ou de marché, sont amenés à diriger leur conduite à partir de la logique même du marché. Vous mettez des gens en concurrence pour n'importe quoi, pour des biens rares, et vous installez aussi une certaine rareté si vous le pouvez, et vous avez comme résultat des individus qui vont jouer le jeu de la concurrence, qui sont obligés de jouer le jeu de la concurrence. Foucault parle du jeu de la réalité. Finalement, mettre les gens dans une certaine réalité, créer cette réalité, aménager cette réalité. Il parle plus précisément d'aménager le milieu afin que les individus se comportent comme on veut qu'ils se comportent. C'est la même chose du côté de la médecine, c'est du côté bon. En gros, vous disposez d'un milieu normatif, c'est-à-dire un milieu qui, en fait, a en lui-même, si je puis dire, des dispositifs normatifs pour que les individus agissent par eux-mêmes. Mais alors ces normes, donc ce sont les normes, dispositifs normatifs, milieux, pour traduire, c'est juste de dire, voilà, on met les gens dans une situation, c'est un peu comme le poisson dans son bocal, c'est-à-dire le poisson est libre de nager dans son bocal, mais il y a quand même un bocal autour de lui, et donc le rôle du pouvoir, c'est quoi? C'est de créer ce bocal, et donc les normes en question, ça fonctionne comment? Quel exemple on pourrait donner? Je vais faire un peu mon Antoine Mercier, quel exemple on pourrait donner de type de normes finalement qui sont mises en place par le néolibéralisme? Ça passe uniquement par le marché ou par autre chose aussi? Oui, je pense que le marché, et c'est ce qu'il voit fonctionner le plus clairement au XVIIIe siècle, le marché va être le grand modèle du milieu, si je puis dire. On va penser le milieu comme marché, le marché comme milieu. Mais ça a une capacité d'extension absolument considérable. Je vais prendre un exemple qui se rapporte à mes travaux. Si vous mettez en place une concurrence dans l'espace scolaire, comme on l'a fait, par exemple, en France, à partir des années 80, en expérimentant des dérogations permettant aux parents de choisir leurs établissements. Vous mettez progressivement les individus dans des situations de choix. Ils ont à choisir quel établissement est le mieux pour leur enfant. Vous faites la même chose pour l'hôpital, vous faites la même chose pour les télécommunications, et demain, vous faites la même chose pour les chemins de fer. Vous mettez donc les gens face à des alternatives de marché, et vous observez que ces gens, vous pouvez observer, c'est ce qu'on constate au XVIIIe siècle, que les gens vont réagir aux variables du milieu, c'est-à-dire finalement à ce qu'on a pu créer. Et je pense que Foucault est celui qui le premier, ou en tout cas l'un des premiers, à avoir compris que ce qu'avait dit son grand maître Georges Canguilhem sur le milieu, le rapport du milieu et du vivant, pouvait parfaitement s'appliquer au domaine politique. Je crois qu'il y a là une leçon de philosophie politique extraordinaire qui évite de penser le pouvoir en termes de pure coercition. Parce que le pouvoir au bout du fusil, comme disaient les gauchistes. Bon, Foucault conteste ça. Il est vraiment celui qui s'oppose à cette idée que le pouvoir est seulement fait de contraintes, de répression, de sanctions, etc. Au fond, on voit bien qu'il prend au sérieux le néolibéralisme. Quand le néolibéralisme, comme par exemple Hayek et beaucoup d'autres, décrivent le pouvoir comme un code de la route. Au fond, on laisse les automobilistes aller où ils veulent, pas toujours à la vitesse qu'ils veulent, bien sûr, mais où ils veulent, mais on leur demande de respecter le même code de la route. Eh bien, c'est la même chose dans la vie sociale, et on les met tous, finalement, en concurrence. Oui, alors dans ce schéma-là, effectivement, ce qui est très important, ce qu'on pourrait appeler la superstructure idéologique, c'est-à-dire qu'il y a un récit à faire du fonctionnement global du monde, une vision du monde et de la société, qui, une fois qu'elle est crue par suffisamment de personnes, fonctionne toute seule et entraîne les comportements que vous dites, permet l'intériorisation. C'est la croyance dans la vision globale qui permet l'intériorisation
en vue de l'adaptation précisément à ce qui se passe. Ce déploiement idéologique-là, est-ce que Bourdieu et Foucault le percevaient de la même façon? Il y a une question dans la question, Antoine Mercier. Il parle de métastructure, c'est aussi le rapport de l'un et l'autre au marxisme qui est interrogé là. Mais je vous en prie, Christian. Oui, alors la grande force de Foucault, me semble-t-il, sur Bourdieu, puisque là, vous m'invitez à les comparer, c'est que Foucault ne prend pas le néolibéralisme justement comme une idéologie comme vous le faites. Pas besoin d'être persuadé que le néolibéralisme est une très très bonne vision du monde, que ça permettra la prospérité, la paix universelle, etc. Ce n'est pas une conversion des individus, c'est même pas une croyance. Peut-être que la croyance viendra par la pratique. Peut-être que en se conduisant d'une certaine manière, on trouvera les justifications de cette conduite. Mais finalement, je reprends l'exemple de l'hôpital ou l'exemple de l'école ou de l'université. Si vous créez une situation de concurrence, les gens vont se mettre à choisir, à entrer dans des logiques commerciales, des logiques d'optimisation de leur choix, etc., sans être du tout conscients ou adeptes de la logique de marché. Ils peuvent très bien considérer que c'est quelque chose d'infâme, quelque chose qui déchire le lien social. Mais nous sommes tous comme ça. Je veux dire que nous avons tous, si nous interrogeons nos conduites, nous sommes tous amenés à nous comporter d'une certaine façon sans y adhérer, du fait même que c'est le jeu de la réalité. Je reprends l'expression de Foucault, c'est le jeu de la réalité. On pense que c'est notre intérêt, individuel, finalement. Mais regardez, de faire ça. Combien de parents de gauche, voire d'extrême gauche, ne mettent pas leur enfant là où ils devraient le mettre, à l'école d'à côté, et cherchent à des dérogations. Ce sont des comportements qu'on a pu observer, que la sociologie de l'éducation peut observer tout le temps et partout. Et avec Foucault, ça permet de ne pas les condamner, mais plutôt de les comprendre, parce qu'il n'y a pas cette approche idéologique que vous soulignez, Christian Laval. On parle donc de Foucault-Bourdieu. Et la question néolibérale, c'est votre dernier essai publié aux éditions La Découverte. France Culture. La Grande Table. Raphaël Bourgois. Au fond, je dirais que les relations de pouvoir chez Foucault, c'est jamais comme chez Bourdieu, en quelque sorte. Il n'y a pas les dominés qui intériorisent la domination et les dominants. Il y a un rapport mobile. Et donc, dans ce rapport mobile, les forces du capital y trouveront sans doute leur compte, ou les forces dirigeantes y trouveront leur compte, mais peut-être qu'aussi les individus y trouveront leur compte. Alors, je pense que c'est là que réside toute l'ambiguïté. Je dirais qu'il y a une ambiguïté profonde dans le regard de Foucault sur ces choses-là. Et je voudrais juste dire un mot qui est tellement emblématique. Il dit: le néolibéralisme aux États-Unis trouve un étayage à droite et à gauche. Et il dit même, cela pourrait vous paraître ambigu, vous, public du Collège de France, l'air de dire, pour moi, ça ne l'est pas tant que cela. Et il prend comme aspect de gauche du néolibéralisme les luttes contre l'État bureaucratique impérialiste, etc., etc. Donc on voit la profonde ambiguïté du regard de Foucault qui dit que le néolibéralisme lui-même aux États-Unis peut être décliné à gauche dans les luttes quotidiennes, mot qu'il vénérait lui-même dans ses propres luttes, et à droite. Et cette ambiguïté, je pense qu'elle est à penser aussi, parce qu'elle témoigne aussi peut-être des ambiguïtés de la gauche à cette époque, dans son rapport au libéralisme et au néolibéralisme. Voilà, c'était la voix de Serge Audier qui était au micro de Caroline Brouet en 2015. Serge Audier qui avait publié un livre justement sur l'ambiguïté, il vient de le dire, du néolibéralisme de Michel Foucault. C'est une critique qu'on lui a souvent faite, c'est-à-dire on rapproche plutôt Foucault du libéralisme quand on dirait que Bourdieu, lui, a une approche anti-libérale, Christian Laval. Oui, je m'oppose complètement à ce genre d'interprétation qui me semble faire dire à Foucault ce qu'il ne dit pas. Que le néolibéralisme soit une rationalité partagée par la droite et par la gauche, mais nous l'avons tous vu, nous le savons parfaitement. Je veux dire, depuis 30 ans ou 40 ans, nous avons bien vu à quel point ce néolibéralisme avait été repris, prolongé, accéléré, accentué par des partis de gauche du gouvernement. Alors, ce que dit Foucault, me semble-t-il, c'est que l'homme économique est un individu gouvernable par l'intérêt et les dispositifs dont j'ai parlé. Ce qui veut dire que, d'après lui, on assisterait à une transformation du mode de gouvernement qui permettrait d'abandonner le régime des disciplines.
le régime, disons, de la coercition. Plus exactement, à cette époque-là, il dit les gouvernants, finalement, vont exercer une répression extrêmement forte contre les éléments les plus dangereux. Donc ça, il ne se fait aucune illusion. Mais d'autre part, ils vont créer des zones de tolérance dans lesquelles certains illégalismes pourraient trouver place. Plus grande tolérance en matière sexuelle, plus grande tolérance en matière de drogue, etc., etc., etc. Et à côté, évidemment, une influence quand même des médias et tout ça. Bon. C'est la vision qu'il a du développement du néolibéralisme. Mais j'interroge justement cette façon de voir cette espèce de prophétisme de Foucault à un certain moment. Au fond, on peut se demander si les disciplines, le régime des disciplines, a été à ce point transformé par le mode de régulation néolibéral. Pour ma part, je ne le crois pas. Je crois qu'on a assisté, au contraire, à une combinaison qui laisse beaucoup plus de place qu'il ne le croyait au régime ancien de la discipline. Alors, il nous reste quelques minutes quand même pour parler un peu plus de Pierre Bourdieu qu'on a un peu laissé de côté au début de cette conversation, même s'il en a été question, et évidemment, Christian Laval, avec cette peut-être autre façon d'opposer, ou en tout cas d'interroger ce regard différent du philosophe et du sociologue sur la question néolibérale. C'est justement, est-ce que Bourdieu véritablement aborde cette question en sociologue? Autre reproche, puisqu'on est dans les reproches, qui lui a pu lui être fait, c'est qu'il l'aborde en idéologue et non pas en sociologue. Oui, alors voilà, vous avez bien compris là, quand même que dans ce livre, il y avait un point qui me tient à cœur, c'est d'une part de démonter, de déconstruire cette opinion toute faite selon laquelle d'un côté Foucault serait un adepte plus ou moins honteux du néolibéralisme, et d'autre part l'idée aussi répandue, et d'ailleurs parmi le petit monde de la sociologie, on entend ça parfois, que Bourdieu serait un traître à la cause sociologique, c'est-à-dire qu'il aurait abandonné la rigueur scientifique pour devenir une sorte de porte-parole des mouvements sociaux, etc. Alors moi, je défais notamment ça. en 1995, on se en rappelle 1995, par son discours fameux de la gare de Lyon devant les cheminots. D'ailleurs, pour être Antoine Mercier, je crois que ce discours qu'on peut trouver sur Internet a une actualité tout à fait remarquable aujourd'hui. Bon. Mais passons. Donc, j'essaie de montrer dans le livre que ce n'est pas du tout une trahison de la cause sociologique, c'est plutôt une différence d'accent. Pendant longtemps, Bourdieu s'intéresse surtout, je dirais, au système d'enseignement, au pouvoir culturel, au pouvoir du capital culturel. Ce qui l'intéresse, c'est finalement ce qui se passe dans le monde de l'enseignement, mais aussi du monde de la culture, de l'art, etc. Il n'a jamais abandonné l'économie parce que la domination économique, il l'a vu s'exercer en Kabylie, dès la fin des années 50. Il a toujours été sensible à cette question-là. Mais disons qu'il n'en a pas fait la priorité pendant longtemps de son travail sociologique. Mais à partir des années 80, et en particulier à partir d'une grande enquête qu'il lance sur le marché de la maison individuelle, il s'aperçoit finalement qu'il se passe quelque chose de tout à fait nouveau, qui est la domination de ce qu'il va appeler le nomos économique. Comme si la loi économique, comme si finalement ce qui était le propre du champ économique, envahissait l'ensemble des champs. Comme si la grande loi sociologique qui était mise en évidence déjà par Auguste Comte, Durkheim, Elias, etc., comme si cette grande loi sociologique de différenciation des champs était brusquement et brutalement remise en cause par l'impérialisme économique. Et là, juste pour répondre à Antoine Mercier, parce que je ne lui ai pas répondu complètement, effectivement, Bourdieu met, lui, l'accent, un peu comme vous l'avez fait, sur les effets idéologiques. Mais plus précisément, il parle d'effets de théorie. C'est-à-dire que pour lui, effectivement, les formes de conversion, de croyances économiques sont le fait d'une autorité symbolique détenue par les prétendus savants de l'économie. Alors, vous l'avez dit, pour Bourdieu, le néolibéralisme se caractérise par une forme de confusion des champs, de confusion entre l'économique, le social, le symbolique, évidemment. Il y a aussi une confusion qui s'instaure avec le néolibéralisme et qui est analysée par Bourdieu, qui nous permet de le voir. C'est cette idée selon laquelle le néolibéralisme, ce serait le parti du mouvement, le parti du réel, le parti du pragmatisme. Et ce que essaie de montrer Bourdieu, en tout cas ce qui révèle, c'est que non, le néolibéralisme, c'est aussi un conservatisme. Oui.
Alors, on en a encore un excellent exemple aujourd'hui avec la présidence managériale de Macron, qui se veut ni gauche ni droite, pragmatique, etc. Ça, c'est la quintessence du néolibéralisme selon Bourdieu. C'est quelque chose qui n'a rien de nouveau, et c'est quelque chose qu'il avait mis en évidence dans un texte absolument remarquable qu'il avait coécrit avec Luc Boltanski et qui s'appelle « La production de l'idéologie dominante ». C'est un texte de 1976 où, précisément, il montre le fait que les gouvernements tiennent un tout autre discours que celui du conservatisme classique. Ils tiennent le discours du changement, le changement permanent, si vous voulez. C'est celle du discours du guépard, c'est-à-dire finalement l'idée qu'il faut tout changer pour ne rien changer. Il faut faire croire qu'on change tout pour ne rien changer. Et qu'est-ce qu'il ne faut rien changer tout en changeant tout? Qu'il ne faut rien changer, c'est précisément la logique centrale de notre société, qui est finalement ce qu'on peut appeler la raison du capital. Vous avez parlé du marxisme. S'il y a quelque chose peut-être à retenir du marxisme, et ce qui permet d'aller au-delà de Marx, d'une certaine façon, c'est de dire que la raison du capital, elle a quitté la seule sphère économique. La raison du capital a envahi complètement nos univers sociaux, culturels et symboliques. Et je crois que Bourdieu était très sensible à l'usage qu'on pouvait faire de Marx dans ce sens-là. Alors pour revenir à ce qu'on disait au tout début sur l'actualité des deux auteurs, effectivement avec ce que vous venez de dire, on est frappé que cette logique d'internalisation, elle est aujourd'hui à l'œuvre de manière très très forte, et pratiquement c'est l'étape de l'internalisation qui est en jeu, ce qui explique sans doute que ces auteurs sont d'actualité, parce qu'on ne sait même plus comment s'opposer à l'évidence qui se produit d'un monde qui se déroulerait tout seul. Oui, c'est une évidence. Vous avez raison d'utiliser ce terme-là. Et donc, puisque la néolibéralisation de nos sociétés a été poussée déjà tellement loin, qu'on peut croire, qu'on nous fait croire, on voudrait faire croire que c'est la réalité qui s'impose. Voilà. Et qu'il faudrait donc suivre la réalité, lui obéir, sans avoir aucune distance critique. Le ni gauche ni droite, c'est très simple. C'est l'idée qu'il n'y a qu'une seule rationalité, une seule efficacité, une seule performance à réaliser. Je trouve que c'est assez extraordinaire la phrase que vous avez citée ou qu'on a entendue de la ministre des Transports, qui disait il y a urgence à avancer. C'est extraordinaire comme formule. Il y a urgence à avancer, mais avancer vers où? Vers quoi? Est-ce qu'on peut discuter de la voie à suivre? Dans l'activité politique classique en général, on discutait des fins. Et on se disputait sur les fins. Avec le néolibéralisme, et on en voit, je dirais, l'acmé avec le macronisme, on ne discute plus des fins. On ne discute simplement que de la vitesse. Et il faut se précipiter, semble-t-il, pour aller le plus vite possible dans une direction qui nous mène on ne sait où. Christian Laval, Foucault, Bourdieu et la question néolibérale, c'est votre dernier essai aux éditions La Découverte. Merci d'être passé par la grande table.